Bonjour à tous, je suis Gilles Dayanaf de Predica et je vais vous présenter mon mémoire dont le thème est la modélisation dynamique des résiliations sur un portefeuille d'assurance emprunteur en contrat groupe. Ma présentation va se décomposer en 4 grandes parties. Une première partie introduira le contexte et l'objectif du mémoire. Une seconde partie sera consacrée donc à la description des principes de modélisation des nouvelles lois de résiliation. Une troisième partie présentera donc la mise en œuvre, enfin quelques exemples de mise en œuvre des nouvelles lois dans l'outil de projection Prophet. Et enfin, une conclusion synthétisera les points forts et les axes d'amélioration de la modélisation et ouvrira des perspectives. Tout d'abord, donc le contrat d'assurance, contrat d'assurance emprunteur, donc même s'il n'est pas juridiquement obligatoire, il est imposé par l'organisme prêteur, c'est à la banque au moment de la souscription du prêt. Il couvre principalement le risque d'essai, mais peut être complété de garanties invalidité, incapacité et éventuellement une garantie perte d'emploi. L'activité d'assurance emprunteur au sein du Crédit Agricole est particulièrement importante, représente à peu près, en comptant et en prenant en compte les deux réseaux que sont LCL et le réseau des caisses régionales, à peu près un peu plus de 20% du marché français. Mon étude portera ou a porté exclusivement sur le contrat groupe emprunteur des caisses régionales. Les marchés crédits couverts en ADE au sein du Crédit Agricole sont le marché des prêts immobiliers, le marché des prêts aux professionnels et aux agriculteurs, et également le marché des prêts à la consommation. Le marché des prêts immobiliers représente à peu près 70% de la totalité des marchés et se trouve être le marché le plus visé par les évolutions réglementaires récentes. Et donc, c'est donc la couverture ADE du marché des prêts immobiliers sur ce marché que va porter ou apporter l'étude que je vais présenter dans cet exposé. La fin du contrat d'assurance emprunteur peut se faire donc au terme du contrat de prêt, au terme normal du contrat de prêt. Elle peut se faire aussi de manière anticipée par l'occurrence d'un sinistre qui garantit le capital restant dû euh, du financement, enfin du prêt, et peut se faire également de manière anticipée, soit par une résiliation indirecte du contrat d'assurance, par le remboursement anticipé total du sous-jacent du contrat de prêt au profit d'un concurrent, par exemple, dans le cas d'un rachat de crédit, ou de manière directe, la fin anticipée directe, enfin résiliation directe du contrat d'assurance emprunteur par la substitution du contrat interne par une dérogation externe, ce qui est de plus en plus permis aujourd'hui avec les évolutions réglementaires. Donc, les résiliations sont fortement liées aux évolutions du marché des crédits et de l'ADE, en effet, caractérisé par depuis une quinzaine d'années par une forte concurrence sur le marché des crédits, avec, on a pu le constater, une forte baisse des taux depuis la fin début des années de 2010, notamment ces dernières années, même si depuis début 2022, on constate un renversement de situation et à nouveau une tendance inflationniste, une augmentation des taux de crédit. Une concurrence également sur le marché de l'ADE avec, je le disais
précédemment donc des évolutions réglementaires visant précisément à ouvrir davantage le marché à la concurrence. On peut noter, entre autres, dès 2010, la loi Lagarde permettant, prévoyant de délier la vente du crédit, celle du contrat emprunteur, poursuivant ensuite par l'entrée en vigueur en 2014 de la loi Hamon qui a permis la renégociation du contrat d'assurance durant la première année du crédit, puis une substitution au-delà de la première année à la date anniversaire du crédit permis par l'amendement Bourquin, et enfin en 2022 avec l'entrée en vigueur de la loi Lemoine, une possibilité de résiliation à tout moment. La loi qui prévoit entre autres cette possibilité, qui donne cette possibilité à l'emprunteur. Donc ces évolutions récentes destinées à ouvrir le marché accompagnées d'une forte digitalisation des offres et des optimisations de process ont incité les emprunteurs à revoir leur position aussi bien sur leur contrat de crédit que leur contrat d'assurance emprunteur, ce qui a ramené à des renégociations auprès des banques, hein, qui ont conduit à des réaménagements de crédit avec des baisses de taux, des baisses des réductions de durée de crédit, que aussi bien des réaménagements de crédit que des renégociations et des modifications apportées au contrat emprunteur avec des baisses tarifaires. Depuis quelques années, on constate ainsi effectivement une forte volatilité des résiliations, comme l'indique le graphique représenté ici, une forte volatilité aussi bien liée aux effets combinés du crédit que des prêts. On voit ainsi sur le graphique qui représente ici les évolutions des résiliations, des taux de résiliation par ancienneté sur les 6-7 dernières années, une augmentation sur la période 2016-2017 dans un contexte ADE amont et dans un contexte de forte baisse des taux de prêt. Sur la période 2017-2019, un ralentissement, une diminution des taux de résiliation globalement par ancienneté, en lien avec un ralentissement de la baisse des taux de crédit, et malgré, on va dire, la mise en place de l'amendement Bourquin qui a, on le voit, effectivement, eu un faible impact. Face à ces résiliations et à ces fortes variations, fortes volatilités induites, je disais, par les effets combinés du crédit et de l'ADE, on dispose de lois statiques construites sur des moyennes de taux de résiliation historiques récents qui captent assez mal ces évolutions de contexte et qui nécessitent des mises à jour fréquentes pour être en adéquation avec le contexte et son évolution. Donc, tout naturellement, ce constat a conduit à envisager une méthode alternative et changer d'approche de modélisation, donc pour aller vers une modélisation plus dynamique qui prenne susceptible de davantage prendre en compte le contexte immédiat et le contexte à venir des résiliations et le comportement par rapport à ce contexte et surtout des emprunteurs. C'est l'objet de la présentation qui va suivre. Alors déjà, la nouvelle approche de modélisation se distingue de l'approche actuelle donc par l'intégration dans la modélisation de caractéristiques des assurés avec des données de montage, de CSP, entre autres, et également des caractéristiques des contrats d'assurance et des contrats de crédit, donc les domaines crédit, les natures de financement, la typologie de l'amortissement du
crédit, également des éléments de descriptifs de garantie couverte et d'intensité de couverture au travers des quantités de couverture ADE. La modélisation elle se décompose en 4 grandes étapes successives qui vont conduire à introduire différentes notions présentées ici donc, sur le graphique qui illustre description de l'évolution du risque telle qu'on va la modéliser. Donc, dans un premier temps, on est conduit à quantifier le risque par année de projection. Cette quantification va se faire au travers de scores qui vont permettre donc de segmenter chaque ancienneté en classes de risque. Là, on illustre sur le schéma une segmentation à 3 classes. Classe de risque faible en vert sur le schéma, classe de risque modéré de résiliation en orange et classe de risque plus élevé en rouge. Donc, une fois définis ces scores prospectifs, on va être conduit à définir l'évolution du risque par année projetée, enfin l'évolution à un an du risque en considérant donc les classes de risque, en voyant ce qui se passe en termes, enfin l'évolution du risque relatif à cette classe sur un an. Donc c'est ce qu'on peut voir, différentes cas de figure peuvent se présenter, telles que représentées sur le graphique. On peut avoir une stabilité du risque, par exemple, si on regarde en année projetée A plus 2, on regarde ce qui se passe en A plus 3, pour la classe 2 en A plus 2, on aura une stabilité, donc le risque ne changera pas. Au contraire, on peut avoir dans le temps donc, une diminution du risque avec, par exemple, on considère la classe 3 en année A plus 2, on constatera qu'en A plus 3, donc le risque global sur cette classe passera de 3 à 2. Et inversement, on pourra aussi constater une évolution à la hausse du risque, ce qu'on peut voir sur l'ancienneté 3 pour la classe de risque faible 1 qui passera de 1 à de risque niveau 1 à un risque de niveau 2. Une fois donc ces transitions caractérisées et définies, on généralisera comment généraliser cette notion à l'intégralité de la projection, donc à la durée complète de la projection. Donc là, on voit par exemple sur le graphique, globalement, pour l'année en A, on va dire, et pour chaque classe de risque en A, on a les 3 trajectoires qui seront possibles à partir de chaque classe de risque initiale en A. Enfin, compte tenu du nombre de trajectoires auxquelles on va aboutir, l'idée ensuite a été de voir comment optimiser le nombre de trajectoires pour minimiser le paramétrage après dans la mise en œuvre dans l'outil de projection Prophet, et ça sera cette réduction va se faire en introduisant la notion de cluster. Donc première étape, donc la construction des scores prospectifs. Donc ça va se faire donc en regardant d'abord en bâtissant les scores donc rétrospectifs. Pour ça, on a besoin et on va passer par une étape de construction des bases de données qui va se faire en rapprochant des bases annuelles, des bases contrats annuels, en regardant donc en rapprochant des photos trimestrielles et en qualifiant les résiliations. Les résiliations n'étant pas directement, on va dire, flaguées dans les bases, on déduit les résiliations. Les résiliations sont définies comme les sorties de portefeuille donc, résiduelles, à l'exception des 2 autres que sont les fins normales, le terme du crédit, et les, les sinistres, à l'exception des sinistres, comme je le disais précédemment, donc décès ou PTIA, qui ont pour conséquence le remboursement donc, du capital respondu et la sortie du portefeuille d'études. Donc les résiliations seront les sorties de portefeuille à l'exception de ces deux
cause de sortie, ce qui implique de rapprocher également les bases des bases sinistres pour avoir une vision réelle et exhaustive des résiliations sans risquer d'introduire dans les résiliations, de confondre des IBNR qui seraient à des résiliations emprunteurs. Ensuite, une fois qu'on a construit ces bases annuelles, on les enrichit en regardant les données internes et en recalculant à partir de ces données des données supplémentaires, de type des moyennes de taux pour calculer des spreads, ou également en ciblant des segments de clientèle particuliers intéressants dans l'étude, notamment les, les clientèles CSP+, jeunes et CSP+, ou jeunes et urbaines. Donc ça, c'est les deux natures d'enrichissement par données qualitatives et quantitatives à partir de données internes. Et également, l'enrichissement, c'est fait, enrichir les données à partir de données publiques disponibles, notamment le recours aux bases INSEE et aux informations socio-démographiques disponibles dans les bases INSEE, donc qui indiquent donne des renseignements sur les typologies des communes emprunteurs, des emprunteurs, et également indique pour ces communes différentes informations comme par exemple les niveaux moyens de revenus. Donc, une fois ces bases définies et enrichies, on arrive effectivement à une trentaine de variables. Et compte tenu de la structure par ancienneté, au-delà de 15 ans, compte tenu des effectifs et de la faiblesse des effectifs, il a été décidé de regrouper les effectifs des anciennetés au-delà de 15 ans à l'année 15. Une fois cela réalisé, l'étude a été menée donc, à partir de méthodes prédictives supervisées, comme la méthode de discrimination qualitative et les méthodes de régression logistique, méthode de discrimination qualitative paramétrique et non paramétrique. L'étude, compte tenu des volumes, très forts volumes, a été réalisée sur un échantillonnage stratifié à 10% par caisse régionale et par ancienneté, donc de la base initiale. Et ont été retenus les scores retenus à l'issue de l'étude ont été celles des méthodes les plus performantes, donc par ancienneté. Alors, quelques éléments sur les variables. On est parti de 30 variables et à l'issue, on a réalisé donc une étude univariée et bivariée pour retenir les variables du modèle. Donc à l'issue de ces études, on a retenu donc, sur l'ensemble des variables, des 30 variables, une dizaine de variables, donc, comme illustré dans le graphique présenté ici, qui représente le résultat de l'étude univariée, notamment la fréquence par ancienneté de rétention de ces variables. Donc on peut dire sur l'axe désordonné à gauche. Et une fois ces données retenues, leur fréquence de rétention finale à l'issue de l'analyse bivariée, ainsi que le taux de prêt est ressorti à peu près dans 15% des cas et a été retenu quasi systématiquement donc à l'issue de l'analyse bivariée. De la même façon, l'âge est apparu à 8% dans 8% des cas et a été également retenu quasiment systématiquement. Au contraire, si on regarde le taux de cotisation, taux effectif de cotisation d'essai a été ressorti donc dans 5-6% des cas et n'a pas été retenu. Et la raison en est que sa corrélation avec l'âge, effectivement, l'issue de l'étude bivariée. Au contraire, en considérant cette fois le taux de cotisation global, d'essai plus ITT, on voit que c'est apparu une fréquence un peu moindre, mais il a été retenu davantage que le taux de cotisation d'essai, et cela en raison je pense, de l'impact de la quotité d'essai qui, d'une certaine façon, est en lien, dans le groupe, la tarification n'est pas garantie et il a une possibilité de décorréler la quotité de couverturité par rapport à celle du décès, et cette couverture est liée à l'appétence du client donc à se couvrir et permet de désensibiliser le tarif de fait un petit peu à l'âge, au global, sur le tarif global. Donc,
quelques remarques également sur la structure, les variables qui apparaissent dans la composition des scores. Donc on constate davantage une présence de variables conjoncturelles sur les anciennetés les plus récentes, notamment les variables économiques comme les taux de prêt, et des variables davantage structurelles sur les anciennetés plus élevées, des variables de nature notamment sociodémographique. Enfin, une remarque sur l'âge. L'âge qui était une donnée fortement liée à l'ADE et qu'on voit, alors qu'on est dans un contexte de modélisation amont dans notre cas, on voit l'âge apparaître fortement au-delà de la première année, donc ce qui peut peut-être interprété de deux manières, donc comme une limite au rachat du crédit, au contraire une incitation à racheter le crédit, ou racheter le contrat d'assurance via le crédit. Donc une fois construit ces scores, les scores rétrospectifs, on ne peut pas les utiliser tels quels pour construire les scores prospectifs. On est obligé de repasser passer par un retraitement, et c'est ce qui est l'objet de cette slide. On le fait sur un exemple. Donc on considère une population de contrats d'ancienneté 3 ans et qu'on va projeter à 3 ans. Donc on va voir comment construire le score d'année projetée 6 à partir du score d'ancienneté 6, donc caractérisé dans notre exemple par la variable taux de prêt et le seuil de déclenchement de cette variable qui est de 6%. Pour cela, on fait une première hypothèse, une hypothèse de stabilité, qui permet de garder, de construire, de reprendre les variables du score d'ancienneté 6 pour construire le score d'année projetée 6. En l'occurrence, si on a le score d'ancienneté 6 est caractérisé par la variable taux de crédit, ce qui permet pour l'année projetée 6 de reprendre cette variable taux de crédit. Et ensuite, on va voir comment déterminer le score de déclenchement de cette variable pour l'année projetée 6. Pour cela, on réalise deux ajustements. Un ajustement structurel, là, en l'absence de scénario économique dans la projection, on fait pas d'hypothèse de scénario économique. Donc, cet ajustement consiste à mettre en cohérence le contexte des prêts d'ancienneté 6 avec celui des prêts d'ancienneté 3. Et donc cet ajustement structurel vise à ajuster le taux dans 6% de l'ancienneté 6 à partir des taux moyens de l'ancienneté, des prêts d'ancienneté 3 et des taux moyens des prêts d'ancienneté 6. Et donc la correction qu'on applique, c'est le rapport des taux moyens de crédit d'ancienneté 3 sur les taux moyens de crédit d'ancienneté 6. Et dans un deuxième temps, si on souhaite intégrer un scénario d'évolution, un scénario économique durant la durée de projection, en l'occurrence la projection de 3 ans, on peut le faire et corriger donc le seuil structurel en intégrant ce scénario économique. Concrètement, dans l'exemple qui suit, on présente, si on a par exemple des taux moyens en ancienneté 6 de 5% et des taux moyens de crédit sur ancienneté 3 de 2,5%, on va corriger donc structurellement le seuil de déclenchement de 6% de l'ancienneté 6 de 50% pour obtenir le seuil de déclenchement de l'année projetée 6, donc sans hypothèse de scénario économique. Et si on intègre un scénario économique à 3 ans de baisse de 10% des taux de crédit, on corrige le seuil structurel, c'est-à-dire qu'on prend 90% de ce seuil, ce qui conduit à retenir, afin d'avoir un seuil de déclenchement de 2,7% dans l'exemple. Donc une fois qu'on a construit ces scores prospectifs, on peut donc segmenter, on fait vieillir les contrats sur 15 ans en incrémentant l'âge des assurés et les anciennetés de contrat. Et on peut appliquer les scores prospectifs à l'ensemble de ces années projetées, ces contrats donc vieillis, ce qui permet de définir les segmentations sur les années projetées et
pour chaque classe de risque de chaque année projetée, de définir son évolution à un an, c'est-à-dire qu'on possède pour chaque classe sa dispersion à un an, et on peut définir la classe de risque moyen vieilli à un an de cette classe initiale, et on définit la transition de cette classe comme étant à un an la classe de risque entière la plus proche de cette classe moyenne vieillie à un an. Donc sur l'exemple présenté ici, on considère les contrats d'ancienneté à 0 projetés en A, et on regarde ce qui se passe pour la classe de risque la plus faible 1 à un an. Donc on a, comme je disais, en appliquant le score d'ancienneté A plus 1, donc au contrat de cette classe 1, on arrive on obtient la dispersion sur l'ensemble des classes à un an, représentées ici 1, 2, 3. Donc la classe moyenne vieillie à un an, en regardant que l'espérance vieillissement à un an est de 1,3, et la classe de manière canonique la plus proche, c'est la classe 1. Et donc la transition à un an de cette classe 1 est la classe 1. Voilà. On associe à chaque transition un taux de résiliation moyen et un effectif moyen, on associe donc à la transition. Une fois que définit cette notion de transition, on va de manière itérative, on va généraliser la notion à l'ensemble de la projection, donc pour définir la notion de trajectoire. Donc on procède comme si, en reprenant l'exemple précédent, concernant les projections des contrats d'ancienneté à 0 en A, et en regardant que la transition de la classe 1 en A, on a, comme vu précédemment, la classe 1, et si on faisant donc on itérant le procédé en regardant en A plus 1 le vieillissement de cette classe issue des projections en A plus 1 des contrats d'ancienneté à 0, on arrive à la classe l'ancienneté vieillie à 9, qui est donc une transition 1-2 sur cet exemple, et en collant en fait en A plus 1 le résultat des deux transitions, on obtient donc la trajectoire à 2 ans des contrats à 0 projetés en A comme le triplet en fait 1, 1, 2. Voilà. Donc, ce qui conduit au final à un nombre de trajectoires donc assez important, qui est également fonction croissante de la granularité des segmentations en classe de risque. On voit bien ainsi 41 trajectoires et donc lois à paramétrer pour 3 classes et 54 lois pour 4 classes. Donc, naturellement, on va voir comment réduire le nombre de trajectoires à programmer, et on va introduire la notion de cluster. Et voilà, donc les clusters, donc, on considère l'ensemble des trajectoires, et on va regarder donc les sous-groupes ou clusters de trajectoires partageant le même comportement. Donc, le cluster étant représenté par les trajectoires d'ancienneté la plus faible. Concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'en fait, on trie les trajectoires par ancienneté croissante et risque croissant. Et voilà, les trois anciennetés les plus faibles, les trois trajectoires d'ancienneté les plus faibles déterminent les premiers clusters. Et ensuite, pour chaque trajectoire, on regarde si on peut rapprocher donc, ces trajectoires en termes comportementaux des clusters déjà existants. Si c'est le cas, elle intègre un cluster. Si ce n'est pas le cas, elle définit elle-même son propre cluster. C'est ce qui est représenté ici sur le schéma. Donc, si on se limite à trois trajectoires, T1, T2, T3, on voit que concrètement, les T1 et T2 partagent le même comportement, et donc peuvent être rassemblés dans le même cluster. Trajectoire T3, elle définit son propre cluster, différence donc, en considérant l'année A plus 2, en fait, une différence de transition qui fait qu'elle définit son propre cluster. Donc, cette construction algorithmique des clusters permet donc significativement de diminuer le nombre de lois à paramétrer. Donc, on partait sur 41 lois pour une granularité de segmentation à 3 classes, et on arrive à 11 clusters donc à paramétrer, et 22 clusters pour une segmentation à 4 classes de risque, donc, ce qui permet de réduire significativement
simplifier le paramétrage. Donc à ce stade, on dispose donc, des clusters. Les représentants de clusters étant les anciennetés, enfin étant les trajectoires d'ancienneté les plus faibles, trajectoires qui, elles, vont être paramétrées dans Prophet après une étape de lissage. Et parallèlement, on intègre dans les model points qui vont servir à la mise en œuvre dans Prophet, on intègre l'identifiant du cluster qui va permettre de récupérer dynamiquement au fil du temps, au fil des projections, de récupérer les lois qui ont été paramétrées dans l'outil Prophet. Donc la mise en œuvre, deux axes d'études, un axe autour des indicateurs S2, donc, notamment du BESR de rachat qui sont détaillés dans mon mémoire, et un axe plus orienté donc, sur l'analyse des flux, enfin des flux et des effectifs de résiliation que je vais présenter ici. Première étape, donc dans une première partie, on regarde en fait on place en mode central, c'est-à-dire qu'on n'intègre pas dans la modélisation de scénarii économiques, on est vraiment en mode qualifié ici de mode central. On regarde l'impact dans un premier temps de la granularité sur les effectifs de résiliation. Donc, on fait tourner donc un modèle point correspondant segmenté avec 4 classes de risque et un modèle point à 3 classes. Et après donc projection dans Prophet, on regarde les effectifs et il n'apparaît pas de différence significative et d'impact de la granularité sur les effectifs de résiliation. La suite de l'étude est conduite avec une granularité de segmentation à 3 classes. Dans cette deuxième partie, on met en perspective les lois segmentées à 3 classes, loi dynamique, avec la loi utilisée actuellement pour les résiliations et avec les taux réellement le taux de résiliation réel à un an en fait. Alors les taux de résiliation réels au-delà d'un an n'ont malheureusement pas pu être retenus et n'ont pas été jugés pertinents pour estimer, valider la qualité d'ajustement de la modélisation, dans la mesure où on est arrivé, on était dans un contexte Covid qui a entraîné des perturbations, des évolutions dans les comportements des assurés et ça n'a pas, donc ces données au-delà d'un an n'ont pas été jugées pertinentes pour pouvoir qualifier la capacité et l'ajustement de la modélisation au réel. Néanmoins, donc, à un an, ce qu'on remarque, c'est un meilleur ajustement donc, à l'évolution de contexte de la loi dynamique par rapport à la loi statique, à la loi actuellement utilisée. Dans une deuxième partie, on met en œuvre, on intègre des scénarios d'évolution, des scénarios économiques, des scénarios monofactoriels, puis on va voir après multifactoriels. Donc là, il s'agit de modéliser donc un contexte d'évolution, enfin de hausse temporaire des taux de crédit de 10% sur 5 ans et de voir ce qui se passe. Donc là, ce à quoi on s'attend, donc l'augmentation des taux de crédit est un contexte plutôt défavorable normalement aux résiliations, c'est-à-dire que notamment pour les générations les plus jeunes, on n'incite pas les emprunteurs à aller voir à la concurrence, donc ça s'attend logiquement à une baisse des effectifs de résiliation par rapport à la loi centrale sans hypothèse économique. Et c'est bien, à l'issue de la projection, c'est bien ce qu'on constate, donc une légère baisse des effectifs de résiliation par rapport à la loi centrale. Un scénario inverse, hein, donc un scénario de baisse temporaire, donc sur 50% des taux de crédit, qui est là, qui représente, donc qui correspond à un contexte là, plus favorable aux résiliations, en incitant les emprunteurs à aller voir, à renégocier leur crédit, à aller voir à la concurrence. Donc, on s'attend là inversement donc, à une augmentation des taux de des résiliations et davantage d'effectifs à résilier. C'est là aussi, c'est bien ce qu'on constate dans cette partie, au niveau de la projection des effectifs.
Enfin, un scénario multifactoriel combinant donc une hausse temporaire donc de 10% sur 5 ans des taux de crédit et une simulation de l'ouverture du contexte ADE en fait à la concurrence par à la fois le taux de cotisation ADE et également donc une extension des tranches d'âge visées par la concurrence. Donc voilà, c'est deux scénarios finalement antagonistes, un scénario crédit plutôt défavorable défavorable aux résiliations, on l'a vu dans le premier cas monofactoriel qu'on a étudié et vu en début de présentation, et un scénario ADE qui lui est qui aurait tendance à augmenter normalement les résiliations. Donc en fonction de l'effet dominant du crédit ou ADE, on peut soit s'attendre au global à une augmentation des résiliations ou au contraire donc, à une baisse des résiliations si l'effet crédit l'emporte sur l'effet ADE. Et donc là, ce qu'on constate à l'issue de la projection, c'est bien une légère baisse des résiliations, donc un effet dominant du crédit sur l'ADE, mais un effet quand même amortisseur de l'ADE, puisque effectivement, ce qu'on constate, c'est des résiliations une baisse des résiliations plus faible qu'avec le scénario monofactoriel de hausse simple des taux de crédit. Donc, ce qui permet de constater la capacité du modèle à s'ajuster à des évolutions anticipées de contexte à moyen terme. Voilà. Donc, effectivement, donc face à des évolutions rapides de contexte, et donc là, depuis finalement 2022, un renversement assez spectaculaire de la tendance des taux de crédit avec une hausse des taux de crédit. On a pu voir que le, la méthode alternative, la méthode dynamique, permet de davantage capter donc un changement de contexte déjà entre la période sur laquelle la modélisation a été réalisée et les données sur lesquelles on met en œuvre cette modélisation. Donc, ce qui est quand même particulièrement intéressant, notamment dans un contexte d'optimisation et de réduction notamment des écarts d'expérience, notamment avec l'arrivée de la mise en place de la norme IFRS 17, ça peut être une caractéristique intéressante de cette modélisation. Et également une capacité à intégrer des scénarios économiques et à anticiper des évolutions de contexte à court, moyen terme. Caractéristique là aussi intéressante. Et donc, la solution est également, d'un point de vue effectivement, assez légère à mettre en place, elle se prête bien à la programmation et à la mise en œuvre algorithmique. Et autre point, c'est malgré donc davantage de finesse et de granularité qu'elle induit avec davantage de classes de risque et par rapport en fait à la solution actuelle qui finalement n'a qu'une loi par ancienneté. Malgré tout, d'exécution, les temps de traitement induits par ce surcroît de finesse, de granularité n'est pas réellement significatif. On peut constater malgré tout, c'est donc une sensibilité qui peut apparaître assez limitée. Alors assez limitée à plusieurs origines possibles. Donc peut-être la qualité prédictive du modèle, notamment au niveau de la construction des scores rétrospectifs, pourrait être peut-être améliorée par l'intégration ou la mise en œuvre de nouvelles méthodes prédictives et pour la construction des scores. Mais également, peut-être également un point peut-être aussi lié aux, aux hypothèses qui ont été faites, et notamment les hypothèses faites pour les ajustements donc, structurels et conjoncturels dans le cadre de la construction
des scores prospectifs et qu'il conviendra de recalibrer ou de calibrer dès lors qu'on aura une plus grande profondeur et un plus grand un historique de données. Voilà, donc, enfin, juste un petit point donc, sur S2 que je n'ai pas abordé ici, mais qui est dans mon mémoire. Donc, on note pas en scénario central un gain très significatif par rapport à la loi actuelle, mais l'introduction, la mise en œuvre de scénarios économiques permettra certainement de vérifier que voilà, on peut obtenir des choses intéressantes. Donc, en tout état de cause, à court terme, la capacité à intégrer des scénarios économiques dans cette modélisation permet de pallier, dans l'attente du recalibrage, des ajustements ou de l'optimisation peut-être du modèle prédictif, permet de pallier certaines limites de la modélisation. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Pouvoir passer aux questions s'il y en a. Alors, effectivement, une question sur un marché d'assurance dominé par les contrats à deux après Munich. Quel pourrait être l'impact du modèle? Alors, effectivement, ça, je n'ai pas envisagé cette modélisation et ce serait intéressant de le faire. Je ne sais pas si c'est extrêmement répandu, en fait, les marchés ADE avec prix unique, je ne sais pas. Alors, avez-vous identifié des corrélations avec les risques de mortalité et de morbidité? Je n'ai pas fait nécessairement ce lien. Euh, Si ce n'est parce que en fait, je n'avais peut-être pas tous les éléments pour pouvoir le faire, donc j'ai j'ai pas fait cette corrélation non, avec la mortalité et la morbidité. J'ai juste pris en compte le fait d'éventuellement, si j'avais des informations concernant les niveaux aussi de garantie en termes d'existence ou pas de limite de garantie, mais avec effectivement un accès limité dans la mesure où bon, ce sont des informations qui sont pas nécessairement ou accessibles ou qu'on ne peut pas nécessairement utiliser. Mais j'avais quand même une information disant, enfin indiquant, mais ça n'est pas, c'est pas des éléments euh, qui sont peut-être étonnamment, mais qui sont apparus euh, structurantes dans la modélisation. La, c'est une bonne question, c'est est-ce que la méthode est adaptée pour l'assurance emprunteur des prêts professionnels ou des prêts personnels? Alors effectivement, le cadre de mon étude a concerné essentiellement les prêts immobiliers, puisque l'enjeu est surtout là, mais ça pourrait, oui, dans la mesure. Alors après, effectivement, est-ce que on peut identifier sur les prêts personnels ou les prêts professionnels euh, des comportements susceptibles d'être intéressants du point de vue de modélisation prédictive? Je ne sais pas, mais ça mériterait d'être en effet étendu à ces deux domaines crédits. Oui. Alors oui, une question intéressante aussi sur l'ancienneté pivot à partir de laquelle les comportements de rachat étaient les mêmes. Alors c'est pas réellement les mêmes, et c'est ce que je disais un petit peu en substance dans ma présentation, c'est que là où il y a le plus d'enjeux, c'est clairement peut-être avant 7 ans, en fait, 6-7 ans, où on voit vraiment l'impact conjoncturel, on va dire, sur le comportement et sur les résiliations. Après, on est plus comme je disais, du structurel, et on a beaucoup moins de variations, même dans le temps, quand on regarde, on fait une analyse simple de statistiques descriptives sur les résiliations, sur les 10-15 dernières années, c'est plus flagrant, on voit vraiment
forte déformation sur les premières années du crédit et beaucoup moins sur les années suivantes, en fait, au-delà de 6, 7 ans, 7, 8 ans. Alors, le logiciel utilisé, enfin, le logiciel que j'ai utilisé dans mon entreprise pour modéliser, c'est SAS en fait. Aussi bien sur la partie traitement des données que sur la partie tout le bloc statistique en fait. J'ai utilisé SAS. Ah bah, dans quelle mesure l'autorésiliation est sensible à la politique commerciale de la banque, effectivement dans la rétention de ses clients et c'est un paramètre différenciant. Euh, Après, en effet, la problématique, c'est jusqu'à où enfin, la banque peut aller et quelle est sa latitude, quelle est la latitude permise par le contrat groupe pour pouvoir retenir ses clients. Il y a un caractère, oui, en effet, d'un paramètre différenciant selon que le contrat le permette et offre une certaine flexibilité d'un point de vue commercial. Certains contrats le permettent et d'autres ne le permettent pas. Et voilà. Ensuite, il y a les aspects commerciaux, les aspects orientés client qu'on veut garder, parce que toute la rétention du client s'inscrit non seulement dans le cadre de l'ADE, mais de manière un peu plus large, dans un cadre effectivement plus sensible, lié au patrimoine du client, qui induit de pouvoir le garder ou peut-être pas le garder. Enfin, ça s'inscrit dans des choix commerciaux de la banque et j'irais même au sein du groupe de chaque entité du réseau que sont les caisses régionales. Alors en effet, l'impact relatif à la loi Lemoine, notamment en résiliation intra-annuelle, n'est pas en effet traité dans ce, dans ce, dans ce mémoire. On est dans une période un petit peu antérieure, en raison de choix par rapport à l'offre, puisqu'en fait il y a des changements qui sont assez récents sur les offres et qui induisent aussi des process d'évolution aussi au niveau des process distributifs. Et puis, comme je le disais, l'idée était aussi pour la modélisation d'avoir connaissance, euh, une connaissance des sinistres pour vraiment bien qualifier les résiliations. Les résiliations ne sont pas nécessairement flaguées dans les bases explicitement, elles sont déduites des autres causes de sortie de portefeuille, donc ça nécessite d'avoir un petit peu de recul sur les bases, pouvoir avoir une connaissance exhaustive des sinistres, entre autres en fait. Et également une problématique liée à la période du Covid qui a perturbé aussi les choses. L'étude portait sur les résiliations effectives ou les demandes de résiliation des clients. Euh, les études ne portent pas sur les demandes en tant que telles, elles sont vraiment basées sur une vision vraiment assureur, c'est-à-dire les bases de gestion des résiliations effectives en fait. J'ai considéré les résiliations effectives, soit les résiliations du contrat d'assurance résultant de la tombée du crédit parce que racheté, soit résultant qui maintenant effectivement rachat de crédit, le contexte actuel, bon, après, si on va peut-être vers une stabilisation, il y a peut-être un peu moins d'intérêt, mais donc, sortie du crédit, donc résiliation, comme je le disais, indirecte, ou résiliation directe, c'est-à-dire par la substitution du contrat d'assurance. Mais en effet, je regarde pas la simple demande et j'ai une vision indirecte de l'impact de la renégociation dans les remises tarifaires qui sont également des variables présentes dans la modélisation. Les niveaux de remise tarifaire octroyés par la banque pour pouvoir éventuellement garder le client. J'ai pas je vois le résultat final dans les systèmes de gestion, mais je ne travaille pas sur des bases de demande quelque part de résiliation. L'assiette de tarification du contrat capitaliste versus capital restant du discriminant dans le comportement des résiliations. Oui, certainement, puisque en effet,
dans un cas du CRD, l'ajustement de l'assiette se fait donc automatiquement, alors que sur le CI, une tarification sur CI nécessite, enfin, je dirais, le changement d'assiette va nécessiter une intervention, une demande de renégociation du client pour ajuster son assiette, alors que le CRD intègre directement cette. Il y a la dimension taux quelque part, et il y a aussi la dimension assiette sur laquelle on applique ce taux pour avoir le tarif effectif réellement payé par le client. Alors, oui, il serait intéressant d'intégrer les ristournes tarifaires en accord de contrat comme un indicateur de résiliation. Oui, alors ça peut se faire. Après, la difficulté dans l'étude a été aussi de, de- de trouver un indicateur, en fait, puisque la remise tarifaire dépend, enfin, tels que sont pratiqués les tarifs. Il faut un tarif unique. On n'a pas nécessairement, en tout cas dans le réseau des caisses régionales, un tarif initial unique. Et pour avoir les niveaux et pouvoir comparer les niveaux de remise tarifaire, faut essayer de le faire sur une base d'un tarif entre guillemets unique. Donc ça nécessite un retraitement. Et on ne définit pas une remise tarifaire comme ça. La remise tarifaire, je dirais, indépendamment du tarif initial, n'a pas réellement de sens. Et comme on peut avoir un tarif globalement différencié par caisse régionale, il faut pouvoir retraiter cette information pour avoir une base commune, je dirais, significative de cet indicateur de remise tarifaire. Donc ça, c'est un peu le travail que j'ai pu aussi faire dans mon analyse. Définir un indicateur commun pour pouvoir évaluer l'effort commercial. C'est un élément intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a une forte la remise tarifaire, et après, comme je considère les tarifs effectifs, on a des fortes corrélations entre la remise tarifaire avec l'âge et avec les tarifs effectifs par garantie payés par le client. Alors, oui, l'étude porte uniquement sur le contrat groupe de la banque ou également sur les contrats d'assurance externe vendus en délégation ou à l'octroi du crédit. Alors, les caractéristiques objectives, les informations, comme je le disais, j'ai l'information sur les contrats internes, et donc enfin, les informations, j'ai une information concernant les contrats externes, mais des informations qui sont relativement limitées, et notamment également en termes tarifaires dans les bases de gestion, puisqu'en fait c'est du déclaratif. Et c'est quelque part, j'ai essayé d'éviter au maximum d'avoir recours dans l'analyse à du déclaratif, parce que derrière, en termes de modélisation, si on souhaite effectivement, c'est une variable qui apparaît dans la modélisation, il faut avoir la garantie que cette variable puisse être, je dirais, calculée de la même façon pour l'ensemble du réseau, et surtout être sûr que cette variable puisse être disponible et de la même façon, calculée de la même façon dans le temps. Donc, et ces informations étant déclaratives, je n'ai pas réellement utilisé les tarifs et les dérogations externes. J'ai plus euh, vu, en fait, essayer d'avoir une représentation entre guillemets du marché au travers de l'intégralité des caisses régionales, en l'occurrence du Crédit Agricole, qui définissent à peu près 20% du marché, d'essayer de voir à partir des tarifications effectives réalisées par les caisses régionales, de calculer des prix et quelque part de marché par rapport d'ailleurs auxquels j'ai défini mes spreads, mes écarts de taux, que ce soit d'ailleurs pour le crédit, que ce soit également pour l'ADE. Le fait qu'une caisse d'exerce la perte d'emploi comme garantie en plus de l'ITT modifie-t-il le comportement en substitution ADE? Je n'ai pas nécessairement noté enfin, d'impact significatif de la garantie de perte d'emploi dans le comportement en termes de résiliation de l'assuré. Après, voilà, faudrait peut-être cibler davantage. Moi, j'ai fait une évaluation et une modélisation globale en fait des résiliations, c'est-à-dire intégrant le crédit, les effets combinés du crédit et de la l'ADE. Les deux ne peuvent, de mon point de vue, pas être dissociés, donc j'ai fait une analyse groupée. Et dans cette analyse globale, je n'ai pas noté d'impact particulier de la perte d'emploi.
je crois que nous sommes arrivés au terme de la conférence. Donc, je vous remercie de votre attention. Et je souhaitais donc, avant de clore la conférence, saluer et remercier l'Institut pour l'occasion qu'il m'a donnée de présenter mon travail. Et je tenais également à saluer mes collègues de prédicat et en particulier mes collègues du service inventaire. Voilà.